On se lance aujourd'hui avec quelque chose de très familier. Une bouteille d'eau minérale. Alors, on sait bien qu'il y a de l'eau dedans, H2O, mais sur l'étiquette, on voit plein d'autres choses listées, n'est-ce pas? Tout à fait. Et nos documents de référence précisent bien ça. L'eau, H2O, c'est une molécule. Mais dans l'eau minérale, il y a aussi ce qu'on appelle couramment des sels minéraux. Ah oui, les sels minéraux. Exactement. Et en chimie, on parle plutôt d'ions, comme par exemple les ions calcium ou les ions chlorure qu'on peut trouver dedans. D'accord, ions, molécules. Bon, alors, notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est une petite exploration des bases de la matière, justement en partant de cette bouteille. On va regarder ensemble atomes, molécules, ions, en s'appuyant sur nos notes. Prêt? Allons-y. Commençons par le commencement. L'atome. Les notes disent que c'est le constituant euh, élémentaire de la matière. C'est tout petit, j'imagine? Minuscule, oui. En gros, un atome, c'est un noyau au centre avec des protons, qui sont positifs, et des neutrons, sans charge. Et autour, il y a des électrons, négatifs, qui tournent. D'accord. Et un truc assez fou mentionné dans nos sources, entre le noyau et les électrons, c'est quasiment vide. Ah oui, vide. Oui, la matière qu'on touche, qui nous semble solide, elle est, à cette échelle-là, pleine de vide. C'est assez paradoxal. Et l'atome lui-même est neutre électriquement, Neutre. Pourquoi? parce qu'il y a autant de protons positifs dans le noyau que d'électrons négatifs autour. Les charges s'équilibrent tout simplement. Logique. Et pour organiser tout ça, il y a la fameuse classification périodique Mendeleïev, c'est ça? De 1869. Exactement, un outil fondamental. Elle classe les éléments par numéro atomique Z croissant. Ce Z, c'est le nombre de protons. Et ce qui est intéressant, c'est que les éléments dans la même colonne, Une famille, c'est ça. oui, une famille, voilà, ils ont des propriétés chimiques assez proches. On parle aussi du nombre de masse, A, qui est la somme protons plus neutrons. Donc un atome, c'est Z protons, Z électrons et A moins Z neutrons. Bien compris. Le nombre de protons définit l'élément. Bon, alors, et comment ces atomes ils font pour s'assembler et créer des choses comme l'eau, par exemple? Ah, voilà, on arrive aux molécules. Comme nos documents l'indiquent, une molécule, c'est justement ça, un assemblage d'atomes. Ils sont liés entre eux. Liés comment? Par des liaisons qu'on appelle covalentes, en fait, c'est un partage d'électrons entre les atomes. Ça peut être un partage simple, double ou même triple. Et la formule chimique, comme H2O pour l'eau ou CO2 pour le dioxyde de carbone. Ou H2 pour le dihydrogène? Voilà, H2, parfait exemple. Cette formule nous dit juste quels atomes il y a et combien de chaque. D'accord. Donc on a des corps purs, comme H2, avec un seul type d'élément, C'est ça? et des corps composés, comme l'eau, H2O, avec plusieurs types d'éléments. Et j'imagine que comme les atomes sont neutres au départ, la molécule formée l'est aussi. Tout à fait. Une molécule est électriquement neutre. Parfait. Alors revenons à notre eau minérale du début avec ses sels minéraux, donc ces ions. Qu'est-ce qui fait qu'un ion est différent d'un atome ou d'une molécule neutre? La différence clé, c'est la charge électrique. Un ion, c'est un atome, ou même un groupe d'atomes parfois, qui a perdu ou gagné des électrons. Il n'est donc plus neutre. Il a une charge. Exactement. S'il perd des électrons, qui sont négatifs, il lui reste un excédent de charge positive. Il devient donc positif. On appelle ça un cation. L'ion calcium, Ca2+, par exemple. D'accord, cation égale positif. Et inversement, s'il gagne des électrons, il aura plus de charge négative que positive. Il devient négatif, c'est un anion. Comme l'ion chlorure, Cl, qu'on trouve aussi dans l'eau minérale ou le sel. Et si je lis bien nos notes, ces ions, ils apparaissent souvent quand on dissout des choses dans l'eau, comme du sel. C'est un cas très fréquent, oui. Quand on dissout un solide dit ionique, comme le chlorure de sodium, NaCl, le sel de table, dans l'eau, les ions qui formaient le solide se séparent et se dispersent dans l'eau. D'accord. D'ailleurs, petite note intéressante dans nos sources. Cette dissolution peut parfois chauffer un peu, ou au contraire refroidir. Ça dégage ou ça absorbe de la chaleur. Ah, d'accord. Et si on a une solution, là, avec potentiellement des ions dedans, hein, comment on peut être sûr qu'ils sont bien là? Les documents parlent de tests. Oui, c'est une partie importante de la chimie analytique, ça. Pour identifier un ion précis dans une solution, on utilise un autre produit chimique, un réactif. Un réactif. Oui, une substance qui va réagir spécifiquement avec l'ion qu'on cherche. Si l'ion est présent, cette réaction va former ce qu'on appelle un précipité. Un précipité. C'est comme un solide qui apparaît d'un coup dans le liquide. Exactement ça. C'est une substance solide qui se forme,
souvent un peu, comment dire, gélatineuse, et qui reste en suspension. Et surtout, elle a souvent une couleur Par caractéristique. exemple, Les documents donnent l'exemple de la sode, l'hydroxyde de sodium. Si on en ajoute à une solution qui contient des ions cuivre, Cu2+, hop, il se forme un précipité bleu. bleu pour le cuivre, d'accord. Et pour le chlorure? Pour les ions chlorure, Cl-, le test classique, c'est avec du nitrate d'argent. Ça forme un précipité blanc. Et petite particularité, ce précipité blanc noircit si on le laisse à la lumière. Fascinant. Voilà, une exploration rapide, mais assez dense finalement. On est parti d'une simple bouteille d'eau pour arriver aux atomes, molécules, ions. C'est fou de voir comment tout ça s'imbrique pour expliquer ce qui nous entoure. Absolument. On a vu la structure de l'atome, comment il se lie pour faire des molécules en partageant des électrons, et puis ces ions, ces espèces chargées, comment ils se forment et comment on peut les détecter. Et pour terminer, une petite question qui me vient en repensant à ce que vous disiez sur l'atome. Si la matière, au fond, est faite surtout de vide, comment expliquer qu'on perçoive le monde comme si solide, si tangible? Ah, ça c'est une excellente question. Ça nous emmène vraiment à la frontière entre la chimie, la physique quantique et même euh, notre perception de la réalité. C'est une piste de réflexion passionnante. De quoi continuer à creuser, c'est sûr.